Eh bien, pour notre dernier séminaire de l'année, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Christian Boltanski. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire venir au collège bon, ça fait longtemps que je suis très sensible à son œuvre, à l'utilisation des photographies notamment, et encore il y a quelques mois, lorsque je suis allé à Buenos Aires, il y avait une exposition que vous veniez d'installer dans le musée, et à propos de laquelle nous avons échangé quelques messages avant mon départ. Alors, pourquoi vous avoir invité dans le cadre d'un séminaire où il est question de guerre, de violence et de littérature et d'art? Bon, je crois qu'on pourrait avoir deux points de départ dans cet échange et dans cette conversation. Le premier, c'est la guerre, parce que vous dites à différentes reprises que pour vous, c'est l'expérience initiatique que la guerre. Bon, vous êtes né quelques jours après la libération de Paris, à Paris. Oui. Donc, votre expérience de la guerre, elle est particulièrement intéressante puisque vous avez été... vous êtes né juste au lendemain, mais dans des circonstances qui sont très marquées par la guerre. Puis un autre axe que nous pourrons peut-être prendre ensuite, c'est celui de cette violence que j'évoquais dans le cours il y a un instant. J'étais très frappé par le fait que lorsque vous parlez de l'expérience esthétique, vous la décrivez plutôt comme une expérience de paix, sans ennemis, et on pourrait aussi explorer ce côté. Vous voulez qu'on commence par Comme vous préférez. La guerre, dont vous dites souvent dans votre œuvre que c'est pour vous que vous êtes de l'après-guerre et que c'est ça qui vous marque fondamentalement. Je crois qu'au début de la vie de tout artiste, il y a un trauma. Et ce trauma, dans mon cas, a été certainement le fait que je suis né donc juste après-guerre et que la plupart des amis de mes parents étaient des survivants de la Shoah. Et très très jeune, j'ai entendu, sans comprendre tout ce qu'ils pouvaient dire, énormément de récits effrayants. Et donc, ces événements m'ont sûrement marqué durant toute ma vie. Je n'ai jamais voulu parler directement de cela parce qu'il me semble que c'est très difficile, en tout cas très difficile pour moi. Mais j'ai parlé du hasard et les survivants parlent souvent du hasard, comment ils ont survécu. J'ai parlé de la possibilité de tuer son voisin, même si soi-même on était un brave homme. Enfin, j'ai tourné beaucoup autour de ça, j'ai beaucoup travaillé avec des photographies de Suisses morts, et n'importe quel psychanalyste pourrait comprendre ce que ça veut dire, mais j'avais préféré choisir les Suisses parce que les Suisses n'ont pas de raison historique de mourir. Et donc, il me semblait, à cause de cela, plus non marqué, plus universel. Donc, cette chose a été présente dans toute ma vie, dans toute mon œuvre, mais en même temps, ça a toujours été allusif. Je n'ai jamais, par exemple, voulu utiliser une photographie de cette période, et j'ai utilisé des photos, par exemple, d'un collège juif à Vienne en 1939, mais pas directement de cette période de photos effrayantes. Donc, aussi, je crois, et j'essaie dans ce que je fais d'être le plus universel possible. Et naturellement, vous savez, pour raconter une histoire que la première fois où j'ai exposé au Japon, les Japonais, qui sont des gens aimables, m'ont dit votre art est tellement japonais, vous devez connaître très très bien la culture zen, qui était à ce moment-là tout à fait faux, et d'ailleurs vous faites un peu japonais, vous devez avoir un grand-père japonais. Et j'en étais absolument enchanté parce que je me souhaite que
quand j'expose en Afrique, on me dit que j'ai un grand-père africain. Et que naturellement, c'est ceux qui lisent le livre ou ceux qui regardent les œuvres plastiques qui les terminent, qui les fabriquent, et qui les fabriquent avec leur propre vécu. Et donc, quand on voit une foule qui regarde un film, naturellement, ce n'est pas le même film que chacun voit. Il le voit par rapport à sa vie. Et donc, chaque regardeur reconstruit l'œuvre et en une certaine mesure réincarne l'œuvre. Donc, et le but d'un artiste est d'être le plus universel possible. À un moment dans ma vie, je pensais même, j'en suis moins sûr aujourd'hui, que l'artiste était quelqu'un qui avait un miroir à la place du visage et que chaque personne qui s'approchait de lui disait « mais c'est moi », je reconnaissais. Et on parlait, il y a 3 minutes, de Proust, et je disais que si on peut être tellement touché par Proust, c'est qu'il ne parle pas de lui-même, mais de chacun de ses lecteurs. Parce que nous avons tous été jaloux, on a tous attendu notre mère une nuit dans une chambre, on a tous eu une vieille tante un peu ridicule. Et donc constamment, on se reconnaît. Et que sans doute, la force de l'art, la beauté de l'art, c'est que l'artiste envoie une sorte de stimulus et que chacun va reconstruire par rapport à ce stimulus ses propres souvenirs ou sa propre vie. Donc, et de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut parler que de ce que chacun sait. Si je vous dis « j'ai mal à la tête », dans l'ensemble, vous allez comprendre vaguement de quoi il s'agit. Votre mal de tête ne sera pas le mien, mais il y a quelque chose en commun. Si je vous dis « j'ai mal au pancréas », j'espère que personne ne pourra comprendre. Et donc, on ne peut parler que de ce que l'autre sait, ce qui est déjà connu. Et donc, tout ce que j'essaye de faire est la chose la plus commune possible. Comment sait-il ça de moi? Et pour moi, c'est le rêve d'un artiste, et en même temps, naturellement, on ne peut parler que de son propre village, mais que chacun pense qu'en décrivant son village, on décrit son propre village à lui. Je veux dire, celui qui arrivera à faire ressentir l'odeur du café qu'on avait en buvant dans la cuisine fait par notre père, ce qui est totalement différent pour chacun, mais celui qui arrivera à envoyer ce stimulus à chacun pour qu'il ressente l'odeur du café sera certainement un grand artiste. Donc l'art d'une manière générale, l'art que je fais, mais l'art d'une manière générale tourne souvent autour de ce lien entre celui qui le fait et celui qui regarde, celui qui le fait qui ne parle que de lui et celui qui regarde qui ne pense qu'on ne parle que de lui-même. Donc pour raconter un peu la deuxième question. Alors, la deuxième question que je vais vous poser, c'est celle de... bon, j'ai relu au cours des jours précédents La vie possible de Christian Boltanski, ce livre d'entretien publié avec Catherine Grenier il y a quelques années, et j'étais frappé par votre gentillesse dans ce livre. L'absence de jugement sévère sur... il y a un moment où vous dites qu'il y a des horreurs dans les collections du Centre Pompidou, mais sans donner de nom. Et à part cette allusion aux horreurs du Centre Pompidou, j'ai le sentiment de grande générosité pour tous les artistes que vous citez. Bon, il y en a certains que vous admirez, et vous le dites, mais en général de grande tolérance ou générosité. Et je me demandais, en vous lisant, si c'était pour donner une image de cette amabilité ou si véritablement c'était votre tempérament profond. Dans mon tempérament, en tout cas, je pense qu'en art, beaucoup de gens ont raison
même des gens qui ont l'air d'être très très différents et qui, s'ils s'étaient connus, ne se seraient pas entendus. Par exemple, j'aime énormément Hopper et j'aime énormément Mondrian. Et il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. Ils ont tous les deux raison. Je ne crois pas, disons, qu'il y a une seule voie. Je pense qu'il y a à chaque période de l'art plusieurs manières de s'exprimer et que finalement ça se rejoint. Chez Hopper, il y a une manière parfois de découper la lumière sur le mur d'une chambre qui est finalement quelque chose de totalement minimal. Et qu'on sait que chez Mondrian, il y avait un désir mystique et de peindre ces lignes droites avec un petit pinceau. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de rupture entre les artistes. Et puis, on est en tout cas aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que on est à l'intérieur d'une histoire et d'une histoire de l'art, qu'on reconnaît très bien un tableau de Watteau et un tableau de David, parce qu'entre les deux, il y a eu la Révolution française. Et donc, même si chacun de nous essaie d'être le plus, si on peut dire, individuel possible, il est pris à l'intérieur d'une histoire et d'un temps. Et donc, peut-être, par exemple, je ne suis pas un peintre expressionniste abstrait, mais il est possible que si j'étais né à l'art 30 ans plus tôt, je serais aujourd'hui un peintre expressionniste abstrait. Je veux dire qu'il y a une chose peut-être plus forte que nous-mêmes, qui est notre place dans ce déroulement de l'histoire. Sans progrès, naturellement, il y a l'idée du progrès en art est la chose la plus stupide qui soit, sans aucun progrès. Mais on peut dire qu'il y a un déroulement et qu'on appartient. En même temps, c'est assez difficile, parce qu'en même temps, je pense qu'il y a. On dit toujours la même chose. Tout artiste pose les mêmes questions depuis le début des temps. Et en gros, tout être humain pose les mêmes questions depuis le début des temps. Et en même temps, on emploie le langage de son temps, du moment où on est entré dans ce monde de l'art. Donc c'est tout à fait la même chose, et en même temps, la manière de le dire est liée à son temps. Et donc, aussi pour parler de ce livre, c'est un livre d'entretien que j'ai fait avec Catherine Cognier, une femme que j'estime beaucoup, et je lui ai demandé d'abord de ne jamais lire ce livre, ce qui est vrai, je n'ai jamais lu ce livre. D'abord, je connais trop bien le personnage, c'est pas très intéressant. Et puis, en plus, j'avais peur que si je le lisais, je dis, on ne peut pas laisser passer ça, c'est vraiment trop bête, hein, je vais barrer comme ça. Comme on fait toujours quand on fait une interview, on barre ce qui nous paraît trop stupide. Donc je ne voulais pas cela. Et par contre, je lui ai dit, la seule chose que je voudrais, c'est que si j'ai du mal de quelqu'un, tu le supprimes. Parce qu'il peut m'arriver de dire du mal d'un autre artiste en privé, mais une fois que c'est écrit, ça a un sens tout à fait différent. Et je trouve que c'est la chose la plus stupide de dire du mal des autres artistes quand on est artiste soi-même. Ça n'a pas de sens. Et j'ai naturellement quelques ennemis que je ne citerai pas ici, mais certains qui sont des ennemis m'ont appris des choses. Je peux les estimer par ailleurs. Donc cette petite guéguerre me semble vanité des vanités, comme on dit. Vraiment, ça vaut pas la peine, quoi. Et en gros, il y a je pense que presque tous les artistes sont en recherche. Je suis absolument persuadé qu'il ne faut jamais trouver la vérité, mais qu'il faut rechercher la vérité. Et je pense que tous mes malheureux collègues sont en recherche, comme tout être humain d'ailleurs, et que sans doute aucun n'a trouvé ce qu'il fallait faire, mais ils sont tous à rechercher, à chercher. J'ai été professeur une très grande période de ma vie aux Beaux-Arts de Paris, et par pure méchanceté, pour m'amuser, je disais à mes étudiants qu'en fait toute l'école des Beaux-Arts, les examens, le diplôme à la fin, tout ça était en fait totalement un mythe, qu'on leur faisait croire que tout ça avait une importance réelle, parce qu'on ne voulait pas, on voulait leur cacher la réalité, qu'être artiste est un métier absolument horrible, dont on n'arrive jamais à trouver la fin, et dans toute sa vie, on va chercher dans le noir. Mais comme c'était trop terrible à dire ça à des jeunes gens, on leur faisait croire qu'ils étaient des gens normaux et qu'ils n'avaient pas eu l'UV de je sais pas quoi, ou que c'était terrible. Mais tout ça était une sorte de grande fiction
par rapport à la seule chose qui comptait, qui était de... J'en disais toujours ça au début de l'année, il faut attendre et espérer. Et la seule chose que peut faire un artiste, c'est attendre et espérer. Et donc, naturellement, c'est très dur d'attendre et d'espérer, donc on se donne parfois des choses à faire, comme de faire des expositions ou des voyages. Et donc, voilà, j'aime pas le mot collègue, qui me semble très ridicule dans mon cas, mais tous les autres, ils sont en recherche. Donc on est tous liés dans cette sorte de recherche vers quelque chose qu'on ne trouvera pas. Donc on ne peut pas les attaquer. Aujourd'hui, à peu près 90% des œuvres que je fais, je les détruis après les avoir faites. Je m'intéresse beaucoup à la transmission. Et je suis souvent au Japon. Et au Japon, la transmission ne se fait pas par l'objet, par la sainte relique, mais se fait par la connaissance. Et donc, les œuvres que je peux faire sont détruites, mais je peux les refaire, et après moi, d'autres devront les refaire. Au Japon, il y a un sanctuaire shintoïste qui est très beau, et qui a 600 ans, et qui est refait à l'identique tous les 20 ans. Donc il est à la fois extrêmement vieux et extrêmement récent. Et l'important est que des gens sachent encore le faire et sachent surtout pourquoi on doit le refaire. J'ai fait un petit monument, je ne sais pas si on peut appeler ça, au musée du judaïsme à Paris, il y a une quinzaine d'années, non, 20 ans maintenant je crois, 20 ans, et j'ai demandé qu'on fasse ce petit monument en papier. En fait, j'ai écrit sur un mur le nom de tous les habitants qui habitaient dans cet hôtel du Marais avant-guerre. Et il s'est trouvé que c'était à ce moment-là un quartier très pauvre et que la plupart étaient des immigrants. Et donc j'ai fait marquer ce nom sur des affiches avec les dates qu'on connaissait de leur naissance et de leur mort et leur métier. Et j'ai demandé qu'on ne fasse pas ça gravé sur du marbre, mais qu'on écrive ça sur du papier. Ce qui les ennuie énormément parce que tous les 5 ans, il faut qu'ils réimpriment, qu'ils retrouvent les films, qu'ils les recollent. Et j'aurais expliqué que les monuments sont très souvent faits pour oublier et qu'il faut refaire la prière. Et refaire la prière, c'est d'être de nouveau ennuyé pour le refaire. Et donc, dans mon cas, aujourd'hui, presque tout est détruit, peut être réincarné plus tard par celui qui le fera, et j'espère qu'on dira œuvre de M. Boltanski refait par Madame ou Monsieur Untel, et qui lui aura donné un nouveau souffle, qui lui aura peut-être transformé un tout petit peu. Et en tout cas, pour moi aujourd'hui, quand je fais une exposition comme celle qui a eu lieu il y a une dizaine d'années au Grand Palais, elle a voyagé à New York, à Milan et au Japon. Et naturellement, il n'y a jamais eu aucun transport. Et pour moi, elle était mieux interprétée à Milan qu'ailleurs. C'était à Milan où j'étais plus heureux de l'interprétation. Pourquoi? C'est l'exposition de Monumenta, oui. Celle-là? Oui. Expliquez ou rappelez un peu comment elle était. L'exposition de Monumenta est une exposition sur le hasard. Je m'intéresse énormément au hasard. Et donc, il y avait une sorte d'immense montagne de vêtements et une pince actionnée par un grutier, avec une énorme grue, qui prenait au hasard des vêtements sur cette montagne et qui les rejetait. Et puis, il y avait à certains endroits des vêtements sur le sol, il y avait un son, il y avait différents éléments. Mais en tout cas, à chaque fois, je rejouais cette pièce. Et, vous disiez que rien n'était transporté d'un lieu à l'autre. Rien n'est transporté d'un lieu à l'autre. Mais en fait, les vêtements et la grue. Non, la grue était trouvée sur place, les vêtements aussi, les lumières aussi. Tout était refait. Et tout était refait de manière assez différente. Par exemple, à Paris, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était de couper le chauffage du Grand Palais. C'est-à-dire que c'était en janvier, il faisait atrocement froid. Et c'est ce qui obligeait les gens à porter un manteau.
Et comme en dehors de la montagne, il y avait des choses sur le sol, les gens se croisaient en regardant par terre. Et donc, ils faisaient eux-mêmes partie de l'œuvre. Ils étaient vraiment des errants. Et au Japon, je l'ai fait en plein été, où il devait faire, je ne sais pas, 40 degrés, à l'extérieur. Donc, effectivement, c'était très, très différent. En principe, je suis un meilleur artiste par temps froid. Mais tout ce qu'on... Dans une œuvre, tout rentre en jeu. Comment on va pousser la porte, comment on va bouger. Je tâche, pour dire une chose un peu stupide, de faire l'œuvre la plus complète possible. Et donc on est pris par le son, par l'odeur, par la lumière. Et on n'est pas devant une œuvre, on est à l'intérieur d'une œuvre. Et soi-même, on fait partie de l'œuvre. Je dis comme ça que je ne suis pas croyant, mais je dis que pour moi, une exposition, c'est un peu comme quand on rentre dans une église, dans les pays du Sud, la porte est ouverte, il y a du soleil à l'extérieur, puis on entre dans un endroit sombre, plus frais, et là, il y a un monsieur qui lève les bras, il y a une odeur, il y a souvent une musique, il y a des choses à regarder au mur, et puis on ne comprend pas ce qui se passe, mais on s'assoit, on reste là 10 ou 15 minutes, on réfléchit, et puis au bout d'un certain temps, on repart dans la vie. On pousse la porte et on repart dans la vie. C'est-à-dire on repart avec les voitures, les gens, tiens, je vais aller déjeuner. Bon. Mais il y a eu ce moment qui était un moment un peu en dehors de tout, et même si on ne comprend pas ce qui se passe, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Donc pour moi, une exposition a cette fonction. Et on peut dire que c'est presque depuis le début de... Enfin, pas tout à fait au début, mais de votre œuvre, avec les reliquaires, en tout cas. Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours eu ce désir, et surtout ce désir de ne... par exemple, je ne mets jamais aucune étiquette dans aucune de mes expositions, parce que c'est terrible si on dit, tiens, ça c'est une œuvre de 87, et celle-là de 88, et ça s'appelle comme ça. Et si quelqu'un voit une de mes expositions et dit Boltanski est un bon artiste post-conceptuel, ça veut dire que mon exposition est absolument atroce et ratée totalement. Il doit arriver et éclater de rire ou se jeter par terre en pleurant, mais surtout pas. Dès qu'on sait qu'il s'agit de l'art, je ne suis qu'artiste et je ne peux faire que de l'art, mais dès qu'on sait qu'il s'agit de l'art, forcément on est moins ému. Et la vie est plus émouvante que l'art, mais l'art peut-être sert à montrer l'émotion de la vie. En tout cas, il faut pendant quelques dixièmes de seconde que le visiteur ne sache pas trop où il est, ne sache pas trop ce qui se passe. Et effectivement, il y a des années de ça, j'avais exposé à Saint-Jacques-de-Compostelle, et le musée ne me plaisait pas. C'était un musée contemporain, mais l'architecture ne me plaisait pas. Et donc, j'aurais demandé une église. Et comme il y en a plein là-bas, ils m'ont donné une église. Et j'ai acheté mon exposition dans l'église. Et puis, il y a la veille du message, il y a une vieille dame qui est arrivée et qui m'a fait comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe. Et j'ai dit, avec un traducteur, nous préparons une grande fête pour les morts. Et je crois qu'elle a beaucoup aimé ce qu'on faisait. Si je lui avais dit, je suis un artiste envoyé par le musée d'art contemporain en face, elle n'aurait pas été contente qu'on travaille dans cette église. Mais en fait, je ne lui mentais pas en disant que vous préparez une fête pour les morts, c'était la vérité. Mais disons, le fait qu'il n'y avait pas étiquette art contemporain l'a touché d'une autre manière. Donc, nous ne pouvons faire, je ne peux faire que de l'art, mais je souhaite parfois qu'il y ait quelques instants de surprise ou de ne pas savoir exactement de quoi il s'agit. Donc vous préférez exposer dans une église que dans un musée ou dans d'autres lieux qu'un musée? C'est beaucoup plus facile pour moi d'exposer dans d'autres lieux que dans des musées. J'essaie, quand j'expose dans un musée, qu'on oublie un tout petit peu qu'on est dans un musée. Alors aujourd'hui, non seulement je détruis mes œuvres, mais je tâche de travailler sur l'idée de la légende et du mythe. Et je pense que les mythes vivent peut-être plus longtemps que les œuvres. Et je fais des œuvres dans des endroits inaccessibles à l'autre bout du monde.
que personne ne peut trouver, difficilement trouvées, en gros personne ne peut les trouver, qui sont détruites pendant un certain temps parce qu'il y a des tempêtes qui les détruisent. Il y a une œuvre sur une île du Japon. Donc... Il y a par exemple sur une île dans la mer intérieure du Japon, mais là c'est une œuvre où on peut y aller, c'est très loin, mais on peut y aller. J'enregistre des battements de cœur dans de très nombreux pays. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 120 000 battements de cœur. Et donc là, il y a une maison, comme une grande maison de pêcheurs, et on entre et vous dites, je veux écouter le battement de cœur de mon arrière-grand-mère. Il y a des gens qui vous aident à trouver ce battement de cœur et vous pouvez l'entendre. Et puis après ça, il y a un très long corridor qui rentre dans la montagne où là, des battements de cœur d'anonymes passent constamment. Et naturellement, si on y va, c'est plutôt l'absence que la présence. C'est comme quand on regarde une photo de quelqu'un qui est mort, on ressent plus l'absence que la présence. J'ai souvent pensé que toute mon œuvre était un ratage total parce que j'ai essayé de lutter contre la disparition et l'oubli, et naturellement, ce n'est pas possible. Et c'est pas parce que vous conservez à jamais, pendant quelque temps, le cœur de quelqu'un que vous conservez quelqu'un, ou la photo de quelqu'un que vous conservez quelqu'un. Et donc, là, il y a ça. Et ce qui m'intéresse, par exemple, dans cette île de Teshima, c'est que petit à petit, pour les Japonais, ils ne savent pas qui a fait ça, mais ça devient un lieu de pèlerinage. Et il y a pas mal de visiteurs, puisqu'il y a tellement de chœurs qui sont là, qui viennent écouter des chœurs ou donner leur cœur. Et donc, on passe d'un plan qui est une œuvre à un plan qui devient un mythe, un endroit où on va en pèlerinage. Récemment, c'est la pièce que vous avez vue à Buenos Aires, j'ai fait disons, chez les Amérindiens, les baleines sont les animaux qui savent le début des temps. Et comme tous ici, tous partout, j'ai cherché à comprendre le début des temps et personne ne m'a renseigné. Et donc j'ai installé d'énormes trombées, vraiment énormes, en Patagonie du Nord, dans un endroit totalement désert. Et quand le vent s'engouffre dans ces trompes, j'ai travaillé avec des acousticiens, ça fait la parole des baleines, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de baleines. Les baleines ne m'ont pas non plus répondu, d'ailleurs. Mais il y a ces énormes trompes au bord d'une falaise, dans un endroit totalement désert, et peut-être, là encore, quand tout ça sera oublié, il restera peut-être qu'il y a eu un fou qui a essayé de parler aux baleines. Donc cette histoire va peut-être rester. J'ai aussi, dans le même ordre d'idée, installé 800 petites clochettes au bout de longues tiges dans le désert d'Atacama, qui s'appelle Animitas, des sortes d'âmes errantes. Dans ce désert, il y a beaucoup d'âmes. Et donc, ils sont là, je pense que ça fait déjà 4 ans, je pense qu'elles ne sont plus là aujourd'hui, que le vent a dû les faire tomber, mais elles ont été là. Et donc aujourd'hui, j'essaye à construire des mythologies. Et il n'y a plus de nécessité de voir, il y a connaître cette histoire. Mais il faut que cette histoire soit une réalité. Il y a un Tasmanien, par exemple, qui a déjà, il y a maintenant 11 ans, acheté ma vie. Et mon atelier et ma maison est filmé constamment et c'est envoyé en direct dans une sorte de caverne bunker en Tasmanie. D'aller là-bas n'a pas beaucoup d'intérêt. J'aime pas beaucoup la Tasmanie et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et si on va là-bas, on me voit me gratter le nez, ce qui n'est pas très intéressant. Mais peut-être, là encore, il y a cette histoire. Un homme a acheté la vie d'un autre homme. Et il préserve ça dans des grandes armoires, des milliers d'heures de disques durs, où il y a, ce qu'on... Là encore, il n'a rien. Ce qu'on essaye de protéger, de sauver, mais en même temps, on ne peut absolument rien sauver.
Mais en tout cas, c'est une réalité, vous pouvez y aller. Celle-là, c'est assez facile d'aller en Tasmanie. Mais c'est pas la peine d'y aller. Ce qui compte, c'est que cette chose a été faite. Il y a, sous la cathédrale de Salzbourg, une horloge parlante qui dit le temps. Donc c'est dans la crypte de la cathédrale de Salzbourg, vous arrivez, il est dit, il est 5 heures, 10 minutes, 20 secondes, 5 heures, 10 minutes, 30 secondes, etc. Et c'est simplement parce qu'à un moment donné, c'est une chose que j'ai faite il y a 6-7 ans, je pensais que Dieu était le maître du temps, et donc il était intéressant d'avoir le temps dit sous une cathédrale. Et convaincre l'archevêque de Salzbourg, qui n'était pas très... qui ressemblait plutôt à un membre du KGB qu'autre chose, n'était pas évident, mais j'ai réussi à le convaincre de mettre ça sous sa cathédrale. Donc ces histoires-là, c'est une réalité qui n'est plus transportable, ou parfois, par exemple, pour les baleines, j'ai fait des vidéos de cela, donc on entend le son de ces trompes et on voit ces énormes trompes qui bougent. Mais disons, c'est des sortes de légendes. Comme ça. Donc je suis passé d'œuvres qui se détruisent à des légendes. En passant par un moment plus religieux, peut-être. Je pense, si vous voulez, que je pense qu'il y a deux choses. D'une part, l'art est toujours lié à la religion pour moi. Et puis, comme je le disais, pour moi, être religieux, c'est chercher, mais pas trouver. Et donc, toute ma vie, je me suis posé des questions, tout en sachant que je n'aurais jamais de réponse. Mais être humain, c'est faire ça. Je ne sais pas si c'est être religieux de faire ça, mais être humain, c'est faire ça. Et il semble encore, j'ai été très influencé récemment par la tradition shintoïste, que dans ces temples, il y a une série de maisons, et dans la dernière, qui est seulement consacrée aux prêtres, où seuls les prêtres peuvent entrer, la seule chose qu'on voit, c'est un miroir où ils se voient eux-mêmes. Et donc, le Saint du Saint, c'est eux, ou c'est un questionnement sur eux. Et donc, je pense effectivement que dans l'art, il y a tout cela. Il y a tout cela de manière différente, mais l'art n'est que question. Mais heureusement sans réponse. Tous ceux qui pensent avoir une réponse sont extrêmement dangereux. Mais les références au catholicisme et au judaïsme semblent moins importantes dans les œuvres actuelles. Au catholicisme, certainement. Au judaïsme, ce qui est intéressant dans le judaïsme, c'est qu'il semble, mais je n'y connais pas grand-chose, qu'on peut être religieux sans croire en Dieu. Ce qui, moi, m'intéresserait beaucoup. Et un rabbin m'a dit, mais j'ai jamais entendu ça depuis, donc c'est peut-être un rabbin douteux, m'a dit qu'une des traductions du nom de Dieu en hébreu était peut-être, ce qui me plaisait beaucoup. Donc en tout cas, il y a une recherche, qui est avant tout une recherche personnelle, et des questions que je me pose à moi-même, mais au lieu de les poser comme ce soir avec des paroles, c'est poser avec des sensations, ou avec des bruits, ou avec quelque chose de visuel. Donc, il y a disons, la poésie et l'art que je pratique ont cet avantage d'être imprécis. La littérature est beaucoup plus précise. Dans mon domaine, on fait un dessin d'un chapeau, et ça peut être un chameau, et il y a une ambiguïté qui est là. Et donc, les questions que je tâche de poser ou que je pose sont toujours très ambiguës. Alors que le mot de la littérature, pas la poésie, qui est autant le plus précis, le moins précis, mais la littérature est forcément plus précise. J'aimerais vous interroger sur le bricolage. J'aimerais bien voir votre atelier que je n'ai jamais vu, mais je me demande si c'est un atelier de bricoleur. Parce que, voyant votre œuvre, enfin, une bonne partie de votre œuvre, c'est une œuvre qui est bricolée avec des boîtes, de l'électricité. Oui, j'ai beaucoup bricolé dans ma vie et je pense toujours que
le fait qu'une œuvre ne soit pas parfaite rajoute de l'émotion. C'est fait à la maison. C'est-à-dire que toujours à peu près. Toujours à peu près, c'est pas exactement comme il faudrait. J'ai, par exemple, encadré des centaines et des centaines de photos, et je suis un très très mauvais bricoleur, mais extrêmement mauvais. Et je tenais à le faire moi-même, d'une part comme une sorte d'exercice spirituel, et deuxièmement, pour pas que ce soit parfait, pour qu'on sente qu'il y a eu quelqu'un qui a fait ça. Et j'ai toujours peur de ce qui est trop bien, trop propre. Aujourd'hui, malheureusement, je ne bricole plus. Aujourd'hui, je ne fais plus rien. C'est plus conceptuel. Oui, c'est plus les mêmes moyens, disons, aujourd'hui. Vous savez, la vie d'un artiste, c'est, comme je disais, c'est d'attendre. Donc aujourd'hui, j'attends beaucoup plus. Souvent, en regardant la télévision, les choses les plus bêtes possibles, parce qu'il faut essayer d'avoir l'esprit le plus vide. Et c'est extrêmement pénible, mais on arrive dans une sorte d'état d'abrutissement déprimé qui peut permettre parfois d'avancer. En tout cas, il n'y a plus l'idée de faire un objet, il y a l'idée de... ma dernière pour employer un mot compliqué, c'est sur les éphémères, les insectes éphémères. Et donc... c'est une salle, je ne l'ai pas vue encore, ce sera comme ça. C'est une salle avec plein de voiles, de petits morceaux de voiles qui pendent du plafond, mais énormément. Et les murs sont noirs, opaques, donc rien ne peut être projeté sur le mur, mais sur ces voiles, on voit des insectes éphémères qui s'agitent. Et quand on passera à travers, on aura l'impression qu'on est touché par les éphémères. Et les éphémères m'intéressaient parce que, là encore, c'est une sorte d'image de ce que nous sommes, c'est-à-dire on s'agite, on baise et on meurt. Et donc, voilà, cette chose m'est apparue. Enfin, je m'excuse de dire c'est apparu, ça fait un peu... Voilà, j'ai pensé à cette chose, et puis je l'ai construite, voilà. Je l'ai construite, mais je n'ai rien fait de mes mains. Je l'ai imaginée. Et donc... Et c'est pourquoi, en parlant de transmission, vous dites d'autres pourront le faire après. Voilà, absolument. C'est un programme. Voilà, absolument. Donc, en le changeant un peu, ce ne sera pas exactement les mêmes morceaux de tissu, donc tout ça va être jeté. Et là, vu mon âge, c'est la période dans ma vie des rétrospectives. Et j'en fais tout de même beaucoup. Et je me disais récemment que c'était un peu comme de faire des mises en scène de théâtre. C'est-à-dire qu'on a le même texte, mais à chaque fois, la mise en scène va être différente. Donc j'ai le même, je dis pour m'amuser toujours que de faire une rétrospective, c'est comme quand on rentre chez soi, qu'il n'y a rien à manger, on ouvre le frigidaire, il y a 2 œufs, un bout de fromage et des tomates, et on se dit, on va faire revenir tout ça. Et puis on fait un nouveau plat avec tout ça. Et donc, dans mes rétrospectives, comme ça, j'ouvre mon frigidaire mental et je me dis, il y a ça, ça et ça, on va faire revenir. Et donc, naturellement, à chaque fois, on fait revenir, mais on fait revenir à peu près les mêmes ingrédients, mais on ne les fait pas revenir exactement de la même manière. Parfois, on rajoute un peu plus de poivre, parfois, on met de l'huile d'olive ou du beurre. Et donc, c'est comme une mise en scène de théâtre, des mises en scène de théâtre différentes en partant du même texte. Et ce qui m'intéresse, j'ai pas mal travaillé dans le théâtre, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que quand je fais une exposition, seuls ceux qui l'ont vu l'ont vu. C'est-à-dire que ce qui est très beau quand je fais des spectacles musicaux, c'est que il ne reste rien. C'est-à-dire on travaille longtemps, il y a généralement 3 ou 4 jours, et puis après ça, il n'y a plus rien. Donc ceux qui l'ont vu, ceux qui ne l'ont pas vu, ne le verront jamais. Et c'est une chose qui me plaît de cette sorte de rapidité de vision. Et donc, il y a une exposition à Amsterdam en ce moment qui se termine, je crois, dans 3 jours. Vous ne la verrez jamais. Et tant mieux, je veux dire, tant mieux que vous en verrez peut-être une autre, mais pas celle-là. Et elle aura vécu un certain temps, et puis à un moment, elle est démontée, il ne reste plus rien. Certains éléments
vont être réutilisés, enfin pas cela, mais on va réutiliser certaines idées qui sont là, ailleurs, mais ce ne sera jamais la même combinaison. Ce ne sera jamais le même... quand on travaille justement dans les églises comme ça, c'est que c'est un petit peu comme de faire un opéra, c'est-à-dire la musique est donnée par l'espace et on rajoute des paroles. Et donc là, c'est une église extrêmement belle à Amsterdam, et il y a eu un collage qui s'est fait, ou que j'ai essayé de faire, et personne ne reverra plus jamais ça. Et ça, c'est une chose qui m'intéresse. Et donc, il y aura les récits là-dessus. Ceux qui l'ont vu, peut-être, raconteront. J'ai été très proche d'un metteur en scène polonais qui s'appelait Kantor, qui a été sans doute celui qui m'a le plus influencé dans mon art, et il est mort il y a maintenant une vingtaine d'années ou 25 ans. C'est fini, parce qu'il était présent sur scène, que c'était vraiment des sortes de... Enfin, il y avait besoin qu'il soit là. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, voilà. Moi j'ai eu la chance de voir ça, mais ceux qui ne l'ont pas vu peuvent voir des vidéos de ça, mais le vidéo de ça n'est pas la même chose. Donc en tout cas, cette peut-être différence dans mon travail avec d'autres artistes, c'est qu'il y a ce côté beaucoup plus éphémère, justement. Et depuis quel moment de votre œuvre? Parce qu'on ne peut pas dire que c'est le cas au début. Les reliquaires restent. Oui, mais les reliquaires restent, mais la manière dont je les exposais... Par exemple, j'ai fait une exposition il y a très longtemps à la Salle Pétrière à Paris, qui est une exposition assez fondatrice pour moi. Oui. Voilà, bon, on l'a pas vu, on l'a pas vu. Quoi. Donc même s'il y avait des éléments qui sont réutilisés, que je réutilise, la combinaison de ces éléments, la mise en scène ne sont là que pour un temps. Oui. Et j'essaye toujours maintenant, dans ce que je fais, dans les sortes de rétrospectives que je fais, c'est de mélanger l'art du temps et l'art de l'espace. Parce que moi, il y a une grande différence avec la littérature ou le cinéma sont un art du temps. Il y a un début, il y a une fin, il y a une progression entre les deux, ce qui donne d'ailleurs le suspense en littérature. Et l'art de l'espace, comme la peinture ou la sculpture, tout est donné plus ou moins d'un seul coup, et par contre, on bouge à l'intérieur de l'espace. Et donc j'essaie d'introduire dans ces expositions un peu du temps. C'est-à-dire qu'il y ait vaguement un début, une fin. Naturellement, on ne sait pas combien de temps les gens vont rester dans la première salle et combien de temps ils vont rester dans la deuxième salle, mais disons qu'il y ait un chemin. Voilà, qu'il y ait un chemin. Dans l'autre œuvre, installation que j'ai vue à Buenos Aires en octobre, oui. Il y avait un panneau arrivée et un panneau départ. Oui, et un cheminement à travers des photographies tendues. Oui, des voiles de photos. Oui. Je m'intéresse beaucoup à cette phrase arrivée-départ, parce que départ-arrivée plutôt. C'est apparemment, Alain Resnais voulait faire un film avant de mourir, il n'a pas pu faire, qui serait appelé Arrivée-départ. Et donc moi j'ai repris départ-arrivée parce que ça me semble être encore une sorte d'image de la vie. Il y a un départ et une arrivée. Donc c'est notre vie. Et on fait ce circuit. Et on fait ce circuit du départ à l'arrivée. Et on traverse, les voiles, c'est une chose qui s'appelle la traversée de la vie, et on traverse ces voiles où il y a des images d'un couple pendant 20 ans avec ses enfants. On traverse la vie, et à la fin, on est arrivé on ne sait pas où. Mais c'est assez optimiste, ça veut dire qu'au moins on arrive quelque part. Comment c'est? C'est assez optimiste comme pièce, ça veut dire qu'au moins on arrive quelque part. Sauf que lorsque j'ai vu l'exposition, je n'ai vu les panneaux qu'après, donc je suis entré par... J'ai les fait dans le mauvais sens. Non, parce que la seule chose optimiste que je peux dire, c'est qu'il semble que pour le moment, les choses continuent. C'est la seule chose optimiste que nous pouvons tous dire. C'est qu'il y avait des gens ici, il y a longtemps, que dans longtemps, il y aura d'autres gens qui ne seront pas nous, mais qui sont là. Et donc, les choses continuent. Voilà. Je voudrais revenir à ce que nous évoquions au départ. Il me semble que vous dites quelque part que lorsque vous étiez jeune, vous aviez rencontré André Breton et qui vous avait mis en garde contre le choix de cette activité artistique parce que c'était un monde méchant.
Et il se trouve que mon père, par hasard, qui n'était pas du tout qui était médecin et pas dans les milieux artistiques, mais André Breton était médecin aussi, avait connu vers l'âge de 14-15 ans André Breton et surtout le poète d'Anaïs Frankel. Et quand j'ai voulu être artiste, j'ai quitté l'école très jeune, à 13 ans, une chose comme ça, et j'ai décidé de faire des grands tableaux. Et comme j'avais des gentils parents, ils m'ont fait des grands morceaux de bois et de la peinture, parce que je voulais peindre sur bois. Mais mon père était un petit peu inquiet. J'avais un vieil ami là, qui était dans les milieux artistiques, et il a téléphoné en disant: est-ce que tu ne veux pas voir mon fils, je ne sais pas ce qu'on doit faire de lui. Et puis j'y étais, et il a été très gentil avec moi, il m'a reçu, mais j'avais, je ne sais pas, 13 ans. Et il m'a dit: jeune homme, vous avez l'air très très gentil, ne soyez pas artiste, c'est des gens très méchants les artistes. Alors je suis parti de là un peu intrigué, et en tout cas c'est le seul souvenir que j'en ai, à part les animaux empaillés autour de son bureau et des objets étranges. Mais donc je pense qu'il est très peu... Enfin, que de rencontrer quelqu'un est une chose extrêmement difficile, et que ça se fait par le hasard de la vie, mais pas par... on ne peut pas le forcer, disons. Donc ce n'était pas l'image de l'art que vous avez rencontré. Non, les artistes m'ont toujours beaucoup aidé. Alors là, tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie, ça a été des amis artistes qui me les ont apportés. Ma première galerie, ma deuxième galerie, ça a toujours été des amis artistes qui me l'ont apporté. J'ai toujours eu le sentiment que... Peut-être parce que, même si on n'est plus du tout artisan, mais il y a une sorte de... peut-être d'une petite tradition de l'artisanage dans notre domaine, qui fait qu'il y a une sorte, je pense, de gentillesse entre nous. Naturellement, comme partout, il y a des gens qu'on aime moins, il y a des gens plus méchants, il y a des clans, mais malgré tout, ce que j'écoutais tout à l'heure me semble très très loin. Et aussi, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'un artiste comme moi, je suis un artiste voyageur. C'est-à-dire que je voyage énormément, et j'ai des amis dans tous les pays du monde, et si on me demande ma nationalité, je dirais artiste. Enfin, je veux dire, il y a moins l'idée d'un petit monde, comme ce monde littéraire qu'il pouvait y avoir. Je suis vraiment presque tout le temps sur les routes. Et le monde est, oui, le monde est ma maison, et donc les autres artistes, j'ai autant d'artistes allemands que d'artistes italiens que d'artistes français. Je veux dire, donc il y a moins ce côté peut-être d'un monde clos, et c'est un monde qui est beaucoup plus ouvert comme ça, et avec une sorte souvent de jargon, parce que je ne parle qu'anglais et encore pas très bien, donc il y a une sorte de jargon pidgin English, ou mauvais anglais comme ça, qui est entre nous, et souvent je pense que on est un peu comme les petits oiseaux qui se posent. Vous savez, il y a parfois des grandes expositions comme Documenta ou des choses comme ça, au Biennale de Venise. Donc on se pose comme ça pendant 3 ou 4 jours dans un endroit, sur une branche. Là, on est bien ensemble, on bavarde, et puis chacun va repartir, et puis peut-être 2 ans après, on va se reposer à l'autre endroit, et on va se retrouver. Et donc c'est plutôt ces sortes de relations agréables de se retrouver dans des endroits différents où, pour une raison ou une autre, nous sommes appelés à venir. Je pense toujours que les choses changent extrêmement peu. Je ne crois pas beaucoup au changement. Et moi, je suis donc un artiste voyageur, et souvent, pour m'amuser, je me dis, tiens, j'expose à Bologne, je suis invité par l'évêque de Bologne, ou je suis invité par le prince d'Amsterdam. Si vous voulez, à la Renaissance, les artistes voyageaient énormément. Ils allaient d'une principauté à un évêché pour faire un tableau dans une église ou décorer un palais. Et finalement, rien n'a changé. La seule chose, c'est qu'ils partaient pour 6 mois ou 3 ans, et que moi, je pars pour 8 jours ou 15 jours. Mais disons, sinon, les choses ont peu changé. Et donc, par exemple, la formation allait extrêmement vite. Un tableau était fait à Rome. Il y avait une gravure qui voyageait au fin fond de l'Europe de l'Est. Enfin, les choses allaient très très vite, et les choses ont peu changé. Donc maintenant, c'est plus l'évêque de Bologne qui m'invite, c'est la municipalité, mais finalement, c'est la même chose. Pour moi, il y a peu de changements. Et vous dites à différentes reprises que vous êtes de l'après-guerre,
Est-ce qu'on est encore dans l'après-guerre? Je crois que ce temps est évidemment terminé. Je crois que je suis un artiste du XXe siècle et pas du XXIe siècle. Et tout de même, ma vie a tout de même été très liée à, comme ce si beau livre sur les massacres en Ukraine, Pays de sang. C'est aussi bien les Staline qu'Hitler, disons. Et que ma vie a tout de même été liée à ça, que les choses ne sont pas terminées, qu'il y a autant de choses horribles qui se passent aujourd'hui. Mais effectivement, je pense que j'ai plutôt été lié à cette période de l'après-guerre. Donc il y a tout de même un changement. Il n'y a pas un changement. Il y a un changement qu'il y a d'autres horreurs. Oui. On ne vit que dans les horreurs, il y a d'autres horreurs. Maintenant, c'est les migrants en Méditerranée, c'est la Syrie. Et tout ça, ce qui nous permet de comprendre, c'est parce que tu as mis des questions que je m'étais posées, c'est comment la génération de mes parents n'a pas réagi au stalinisme, par exemple. Et là, on voit ou comment les Allemands, et j'aime beaucoup l'Allemagne, je suis très souvent en Allemagne, comment les Allemands n'ont pas réagi au nazisme. Vous savez, c'est une plaisanterie, j'ai des amis allemands de mon âge, et je leur dis toujours, comment était ton père? Ils me disent, oh, mon père était un homme merveilleux. Puis je dis, il était au parti nazi? Ah oui, il était au parti nazi. Je ne sais pas qu'il était un homme merveilleux, mais... et donc, les horreurs qui se passent aujourd'hui nous permettent de comprendre comment les gens ne réagissent pas aux choses. Et moi-même, hein, je ne fais rien. Mais il y a une évolution, il n'y a pas... Enfin, les choses ne vont pas mieux, ou guère mieux. Donc, on est lié à ce grand mouvement d'horreur. J'ai fait une œuvre que j'aime bien, excusez-moi de dire ça, qui s'appelle Signal. Il y avait une revue pendant la guerre, qui est une revue nazie, qui était très très bonne, d'ailleurs très bien mise en page, qui s'appelait Signal. Et dans une revue, vous avez une page centrale où la page de gauche et la page de droite vont ensemble, mais si vous retirez les agrafes, brusquement la page de droite ne va plus avec la page de gauche. Et donc j'ai fait ça, et donc j'ai créé des collages qui étaient des collages purement de hasard. Et sur la page de gauche, il y a la dernière opérette à Berlin, et sur la page de droite, il y a des images de guerre. Et quand j'ai fait ça, je me disais que quand on lit Le Monde aujourd'hui, et c'est très frappant quand on a un article sur soi dans Le Monde, que en même temps on est lié à des horreurs. C'est-à-dire on lit, on est content parce qu'on a une critique, et en même temps, à la page d'à côté, c'est 300 migrants sont mouillés, c'est telle ville de Syrie a été bombardée, et que la lecture qu'on a du journal est une sorte de lecture globale où il y a à la fois les événements culturels et heureux, et à la fois les horreurs de la vie. Et donc là, dans cette œuvre, par exemple, par ce collage, qui était un collage purement de hasard, j'ai montré ça. Enfin, j'ai essayé de montrer ça. Au début de votre œuvre, vous disiez qu'un artiste devait faire des coups. Est-ce que c'est encore ça? Je pense que j'ai un plaisir à monter des projets. C'est pas vraiment faire des coups, c'est-à-dire il y a un plaisir humain, je crois en tout cas pour moi, à monter des projets impossibles. C'est ça, monter des projets impossibles. Voilà, et donc de se réunir dans un café avec des amis et de monter des projets impossibles. Et ce qui est pour moi un vrai plaisir, et je veux dire, dans ma vie, j'ai souvent, disons, été co-commissaire inconnu. C'est-à-dire souvent des amis commissaires me disaient, je dois faire une exposition comme ça, est-ce que tu n'as pas une idée? Et un vrai plaisir d'inventer ça. Mais naturellement, ce n'est pas mon métier et je ne veux pas qu'on en soit là, mais c'est un vrai plaisir de bavarder et de monter des choses. Mais je sais que tout ça est une diversion de ce que je dois faire, c'est simplement pour m'occuper. C'est une diversion? Oui. Par rapport à ne rien faire. Qui est la seule chose raisonnable. Et pourtant, il y a dans votre œuvre la nécessité
c'était une sorte d'énergie du renouvellement. Une fois que quelque chose devient un lieu commun, vous passez à autre chose. Vous savez, il y a très très peu de moments de création dans une vie d'artiste, enfin dans ma vie en tout cas. Moi je considère, parce que je suis très optimiste, que j'ai eu 3 moments de création dans ma vie. Et entre-temps, on recherche à l'intérieur de ce moment de création, mais les moments de création sont extrêmement rares et sont pour moi liés à des moments très importants de l'existence, c'est-à-dire ça a été quand je suis devenu adulte, je suis devenu adulte un peu tard, mais quand je suis devenu adulte, quand j'ai perdu mes parents et quand je suis devenu vieux. Donc c'est ces 3 moments qui ont été des moments déterminants pour moi et qui sont liés à presque une transformation physique, enfin, qui sont liés à... Et donc le reste du temps, oui, on est à l'intérieur de ce temps de création, mais il n'y a pas de nouveau temps de création. Il n'y a pas de véritable nouveauté. Non. Et là, c'est les 3 moments que vous jugez avoir eu un réel changement. Un réel changement. Bon. Alors, vous savez, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, enfin, moi, je répète toujours la même chose et on répète toujours la même chose. On est constamment. C'est un peu comme si vous faites un voyage. Vous le racontez des amis, vous pouvez raconter ce voyage par les paysages, par la nourriture, par ceux que vous avez rencontrés. C'est toujours le même voyage, mais à chaque fois, vous le regardez d'une autre manière. Et moi, c'est toujours la même histoire, mais selon les âges, je la raconte d'une autre manière. Et donc, je ne crois pas il y a des moments, sans doute, où on comprend un peu mieux des choses, oui. On comprend des moments, mais généralement, ça vient au bout d'une longue attente où on n'a rien compris. Et on croit, en tout cas, avoir compris un peu mieux quelque chose. Mais, alors, comme je le disais tout à l'heure, la vie d'attente est tellement difficile que l'on se donne plein de casquettes et plein de... C'est pour ça que je voyage tellement. C'est la peur de rester seul avec moi et de réfléchir. Et puis, je voyage parce que, effectivement, à chaque fois, j'ai une situation nouvelle qui m'intéresse. Et puis, c'est de parler aux autres. Voilà. Vous voyagez, mais vous revenez toujours. Oui, oui, je suis. Je suis Malakofio. Comment? Je suis Malakofio, c'est exactement Malakoff. À Malakoff. Vous savez, il y a une chose extraordinaire pour tout écrivain ou tout artiste, c'est que on arrive à toucher des gens qu'on ne connaît pas, pour la plupart qu'on ne connaîtra jamais, et quelquefois, quand on voyage, il y a quelqu'un qui vous dit « Ah oui, j'aime bien ce que vous faites ». Et c'est extraordinaire d'avoir ce sentiment qu'on peut toucher des gens si loin de vous. Et donc c'est sans doute une raison narcissique ou de joie de voyager, c'est effectivement de rencontrer des gens. Et puis d'autres vies que la mienne, comme dirait l'autre. Voilà, d'avoir d'autres vies que la mienne. Peut-être qu'on peut arrêter là. Oui. Si ça... Écoutez, merci de nous avoir...